La rédaction d'actualité financière, économique, d'analyse aussi. Lorsque l'on rencontre des experts dans le secteur, nous réalisons aussi des interviews de certains experts, notamment dernièrement on a interviewé donc une personne qui travaille au sein d'une grande banque, enfin de la Banque nationale justement belge, pour discuter d'un certain sujet. Nous discutons aussi avec des experts en géopolitique liés à l'énergie par exemple, qui nous fournissent des informations intéressantes, pertinentes pour accroître notre base de données entre guillemets à relayer. Donc voilà, il y a plein de choses que l'on fait pour l'instant, mais on se limite aujourd'hui à la publication récurrente, à fréquence régulière d'articles ou de posts sur l'actualité économique, financière, etc. Celui qui publie à fréquence régulière des articles sur la finance sur Internet, c'est Hamza. Fondateur du site Parlons Finance, notre invité de la semaine est passionné par les marchés. Depuis novembre 2017, il rédige des notes, compile des analyses et interviewe des experts pour permettre à ses suiveurs de parfaire leur éducation financière. Et cela fonctionne. Hamza et son équipe sont rapidement devenus, comme il aime à le dire, un média financier alternatif de référence, suivi par plus de 100 000 personnes. Je suis Salim Nesba et je vous souhaite la bienvenue dans Tracker, le podcast bourse du journal L'Écho. Dans cet épisode de Tracker, Hamza nous expliquera comment il sélectionne les informations qu'il met en avant et ce qui l'intéresse dans son travail de vulgarisation des notions financières. Un journaliste de la rédaction nous aidera aussi à comprendre pourquoi les créateurs de contenu comme Hamza sont de plus en plus suivis par le public. Nous évoquerons aussi dans le podcast de cette semaine les deux grands rendez-vous qui nous occuperont dans les jours à venir, à savoir l'enregistrement d'une émission en direct au cours du salon Finance Avenue qui se tient le samedi 16 novembre et le lancement du Rallye Boursier, notre traditionnel concours d'investissement où pendant 10 semaines, vous pouvez investir comme pour de vrai, mais avec de l'argent fictif. Je vous propose sans plus attendre d'écouter l'histoire d'Hamza. Il nous explique comment lui est venue l'idée de créer le site Parlons Finance. Lors de mon échange interuniversitaire, j'ai eu l'opportunité d'étudier à Dubaï, donc pendant un semestre, dans une université indienne, donc typiquement avec une option finance et business. Et effectivement, j'avais 3 jours de cours par semaine, ce qui m'a permis d'avoir énormément de temps libre. Ce temps libre que j'ai voulu, bien évidemment, rentabiliser pour employer un terme typiquement financier que les entrepreneurs comprendront. Et du coup, par réflexion et tout en n'ayant que très peu d'argent à investir dans un projet à cette époque, je me suis dit que créer une page Facebook avec une passion, qui était la finance, serait le plus efficace et le plus intéressant à faire à ce moment-là. Et du coup, le 2 novembre 2017, j'ai pris l'initiative donc de créer la page Parlons Finance et de fil en aiguille, j'ai pu observer que progressivement, il y avait énormément de personnes qui étaient intéressées par les articles que je publiais au quotidien. Et je voulais qu'on juge la qualité du travail plutôt que la personne. Et du coup, j'envoyais à des amis, à des proches, en disant « T'as lu cet article, t'as lu cette information sur ma page ?» Et cette personne, du coup, qui n'a pas le biais, entre guillemets, de la connaissance personnelle, me donnait son avis concret en me disant « Ah, c'est super intéressant, ils réduisent la masse d'informations et décomplexifient, entre guillemets, les thématiques financières. C'est cool. » Donc, tu as fait ça un peu en sous-marin, quoi. C'est un peu en sous-marin au départ, pour tester. Donc, je teste, je regarde les... j'ai toujours appris que le meilleur feedback, entre guillemets, c'est le feedback direct du, entre guillemets, client ou de l'audience, de l'utilisateur, effectivement. Et du coup, j'envoyais donc très simplement. Il y a un bouton partager en bas à droite d'une publication que j'employais. C'est ça ma stratégie commerciale. Enfin, elle est très simple, mais bon, je dis stratégie commerciale pour apporter un peu d'humour. Mais c'était aussi simple que cela pour avoir tous les feedbacks nécessaires et me permettre d'affiner la stratégie qui était de vulgariser l'information financière. Mmh. Et donc, à cette époque-là, j'ai écrit, rédigé à fréquence régulière des articles sur l'actualité économique, financière, boursière. Ça peut être aussi lié à l'immobilier ou à la géopolitique. Moi-même étant un aficionado de la lecture des différents journaux, notamment anglophones, anglo-saxons, tels que Financial Times, Bloomberg, toutes ces sources d'informations financières de pointe.
toutes ces sources d'informations en parallèle de mes études, ça me permettait, entre guillemets aussi, d'acquérir énormément de connaissances, de compétences et de faire valoir toutes ces choses acquises, entre guillemets, durant mes cours ou durant la défense de mon mémoire, par exemple. Nourrir ta passion en même temps que tu la présentes. Exactement. Et cette passion spécifiquement, elle est antérieure donc à 2017. C'est quand que la première fois Hamza se dit je vais travailler dans la finance ou je vais faire des études en finance ou je vais investir. Très bon point, et je pense que c'est vraiment toute l'utilité d'un podcast, puisque pour la petite histoire, j'ai toujours voulu devenir avocat. Donc j'ai fait une année en droit à Saint-Louis, très bonne année, mais effectivement, je venais de sortir de mes humanités et j'étais encore en découverte de moi-même, en compréhension des choses qui m'entourent, etc. Et du coup, pendant cette année-là, il m'arrivait de faire quelques petits commerces, on va dire des commerces de base, et j'ai toujours voulu comprendre la notion de l'argent, de la monnaie, de l'inflation. Moi-même voyageant souvent, ayant voyagé souvent avec mes parents quand j'étais petit, lorsque l'on devait changer notre monnaie en devise locale, j'entendais toujours mais le taux de change. Ce taux de change n'est pas intéressant. Et je me disais, mais ça reste de l'argent. Mais pourquoi est-ce que tu me dis que c'est intéressant ou pas? C'est que au fond, ton pouvoir d'achat devient de plus en plus intéressant en fonction donc de ce taux. Mais je voulais comprendre c'est quoi ce taux. Ça m'a permis petit à petit de nourrir cette passion pour l'économie, pour les transactions, pour le commerce, et bien entendu, plus profondément pour la finance. Et donc voilà, j'ai nourri donc cette passion au fil du temps, et ça m'a permis de rencontrer des gens, puisqu'il faut savoir que j'étais parmi les premiers, en Belgique notamment, à démocratiser la finance. Oui, c'est ça, donc on est en 2017-2018. 2018-2019. Savoir qu'on n'a pas encore eu cette grande vague de démocratisation de la finance par les applications. C'était le tout début, en fait. On sortait du home banking. Et alors, il y a eu un engouement avec le Covid. Donc, clairement, t'es dans les précurseurs des vulgarisateurs sérieux de la finance en Belgique francophone. Ouais. Exactement. À cette époque-là, la finance était perçue comme étant un secteur opaque et difficilement accessible, puisque, pour un peu vulgariser, on voyait les financiers comme étant des personnes en costard-cravate avec des jargons, qui employaient des jargons techniques très complexes, qui créaient la distance entre eux et, entre guillemets, les petites gens. Et moi, de par mes études, j'ai toujours voulu démontrer qu'il y avait toujours moyen de créer des ponts entre tous et d'assurer justement l'éducation financière de tous, pour tous. Oui, t'as plein de raisons d'être fier, c'est vraiment bien. Encore une fois, je vous invite à aller jeter un œil. Sur ce laps de temps, donc de 2017-2018 à aujourd'hui, quelles tendances t'as vu émerger? Quelles ont été les nouvelles thématiques ou les nouveaux sujets qui justement plaisent à ta base de lecteurs? C'est très important de comprendre que nous avons vécu deux mondes différents entre le début de Parlons Finance en 2017 et ce qu'est Parlons Finance aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, finance et nouvelles technologies font bon ménage, doivent et se doivent de travailler de pair, et donc une compréhension des technologies et de la finance mène à ce qu'on est en 2024. Et donc, le mariage de ces deux mondes font qu'aujourd'hui, à mon sens, ça reste encore une fois mon avis, mais la période du Covid, la période ce qu'on appelle le marché montant, le bull run des crypto-monnaies, la période des nouvelles technologies, notamment de l'intelligence artificielle, ce que j'ai vu émerger, c'est principalement la financiarisation qui s'est davantage développée et rendue accessible à travers des plateformes d'échange démocratisées. On a connu aussi l'histoire de Robinhood aux États-Unis, etc. Mais encore, donc le marché des crypto-monnaies et qui allie technologie avec une sorte de financiarisation, un marché financier, etc. Et à côté de ça, bien entendu, les actions dites les valeurs technologiques. Donc pour moi, ce sont les tendances que j'ai vues émerger ces dernières années en ayant parcouru donc le marché financier depuis 2017-2018.
On a beaucoup entendu dans nos podcasts des investisseurs particuliers ou des professionnels de la finance déplorer le manque d'éducation financière du grand public, en particulier des jeunes. Dans le même temps, nous avons reçu de nombreuses personnes proposant des cours, des livres, des vidéos initiatiques pour investir, comme nos tutos bourses d'ailleurs. Je vous propose d'entendre à ce sujet mon collègue à la rédaction de l'Écho, Charles Régnier. Il va répondre à quelques questions sur les informations financières disponibles sur Internet, comme les posts et les articles rédigés par Hamza. Bonjour Charles. Bonjour Salim. Alors, que penses-tu de l'initiative d'Hamza, Parlons Finance ? Moi, je trouve l'initiative assez intéressante parce que déjà en Belgique, parfois on peut estimer que l'éducation financière, c'est un peu négligé. Et donc des sites qui aident les Belges à mieux comprendre la finance et les marchés, qui sont parfois des éléments qui peuvent paraître de prime abord assez compliqués et assez difficiles à décrypter, je trouve que c'est positif en tout cas, ou en tout cas intéressant. D'autant que la manière dont lui le fait avec des sites, mais aussi il est assez actif sur LinkedIn et tout ça, c'est dans l'air du temps. C'est les réseaux sociaux, c'est l'internet, le web, et donc du coup ça peut aussi toucher un public plus jeune et potentiellement un public qui s'intéresse moins à ce genre d'éléments-là. Oui, et d'ailleurs, je te vois souvent travailler. Tu utilises les réseaux sociaux pour t'informer, pour voir certaines nouvelles tendances. Toi, comment tu fais pour discerner du contenu de qualité, du contenu qui peut t'apporter quelque chose dans ta démarche de journaliste, à des contenus qu'on voit aussi beaucoup sur les réseaux sociaux ou qui s'apparentent à des vendeurs de rêves? Je pense que le premier élément, c'est qu'il faut toujours se méfier des promesses qui sont trop belles. Même si tu vois une action qui monte énormément ces derniers temps, la raison que ça bondit autant, que c'est aussi volatile, généralement, c'est parce qu'il y a une prime de risque. Donc il faut être conscient que parfois, le plus une action est volatile, le plus elle bouge, le plus potentiellement c'est risqué comme pari. Et puis l'autre élément, c'est que des gens parfois qui vous promettent des énormes retours sur investissement, faut toujours un peu se méfier si c'est trop beau, quoi. L'autre élément que moi j'essaye de faire, c'est de double vérifier les informations de manière générale. Donc même si je vois une information sur un réseau social ou sur Internet, je vais toujours le vérifier dans des médias plus réputés et plus fiables. Et donc du coup, j'essaye vraiment de m'assurer qu'il y ait plusieurs sources qui valident l'information. Et mon petit doigt me dit que pour le moment, tu travailles beaucoup sur la préparation du rallye boursier. Donc, c'est ce concours qu'on organise chaque année, un concours d'investissement. Tu vas participer au rallye, c'est ça ? Moi, je vais participer au rallye. Je conseille aux gens d'y participer aussi parce que c'est une bonne manière, je pense, de se lancer un peu en bourse, d'apprendre comment ça fonctionne, d'apprendre comment les mécanismes fonctionnent, de s'intéresser un peu aux bourses et aux marchés sans non plus prendre de risques parce que l'argent, il est fictif. Et donc, du coup, c'est une manière ludique de s'initier au marché financier. Comme je vous le disais dans l'introduction, le rallye boursier redémarre le 18 novembre prochain. D'ici le départ de ce concours, qui vous permet d'investir de l'argent virtuel en conditions réelles pendant 3 mois, vous pouvez vous inscrire sur le site de l'Écho. Nous mettons les liens dans les notes de l'épisode et nous lançons déjà l'idée ici. Est-ce qu'on ne créerait pas une équipe qui regroupe les auditeurs du podcast Tracker ? Retour chez Hamza, le fondateur de Parlons Finance. Avant de passer au crible ses investissements, nous lui avons demandé comment il sélectionnait ses informations et comment il s'y prenait pour tout mettre en musique. Tu travailles pas à la demande, tu travailles plutôt au feeling. Exactement. Donc, l'objectif de Parlons Finance, ce n'est pas de bloquer un temps spécifique pour une tâche, entre guillemets, à faible valeur ajoutée pour le projet actuel. L'objectif, c'est, en fonction de l'actualité lue sur les réseaux, dans les différents médias, en fonction de toutes ces informations, est-ce qu'on sent un intérêt de publier une information de qualité et d'intérêt public sur notre plateforme, à notre audience? Si oui, alors on agit directement. Et t'as pas un exemple comme ça d'un moment où tu as été appelé par ton clavier et t'as rédigé un article ou une analyse et puis t'as eu des retours où tu t'es dit en fait ma petite passion totalement. Ça a du sens. Pour la petite anecdote, après j'espère qu'on n'est pas écouté par des personnes qui risquent de le prendre assez mal. Donc j'étais une fois dans un feu rouge et je me suis lancé le challenge de publier un post pendant que le feu était rouge. Désolé. Et il ne faut absolument pas réitérer cette chose-là. Et du coup, sachant que le feu rouge prenait plus ou moins 35 secondes à 1 minute, je me suis lancé ce challenge en disant « Ok, Hamza, t'as pas fait de publication aujourd'hui et il faut quelque chose. »
Du coup, j'ai envoyé, je crois, 5-6 phrases. 5-6 phrases qui ont fait 200 000 impressions. Et c'est là que j'ai compris que ce n'est pas, excusez-moi, l'information traitée, mais l'information intéressante qui compte. Donc, c'est pas le traitement, le temps long passé dans l'information, etc., qui intéresse. Ce qui intéresse, c'est le momentum. Désolé pour l'accent. T'as un très mauvais accent latin. Ouais, désolé. En plus, j'ai étudié le latin, donc en secondaire. Bref. Le momentum. Donc, c'est le momentum. À quel moment on publie, comment est-ce qu'on le publie et de quelle façon. Et donc, en ayant fait cette publication, arrivé à destination, je regardais donc les statistiques de ma publication. Comme tout créateur de contenu, ma récompense était les statistiques. Et donc, j'ai pu observer que j'avais touché plus de 200 000 personnes en un post qui a pris 30 secondes. Au feu rouge. Au feu rouge. Ça montre que c'est aussi une question d'instant, de moment. Donc, il y a des thématiques, il faut les saisir quand c'est brûlant. Et de feeling, hein, puisque l'information que j'ai lue et qui m'est apparue, entre guillemets, à ce moment-là, je le pressentais comme étant une information de grande envergure. Et quand je dis 200 000 à ma petite échelle, c'est beaucoup. Voilà, en fait, il faut se dire que quand on a une passion, on ressent certaines choses qui ont un grand intérêt. En fonction du sentiment qu'on a avec le public et l'audience, on développe des idées de rédaction différentes. Et donc voilà, au fur et à mesure, ça suit son cours. Et aujourd'hui, donc, c'est avec une certaine fierté, entre guillemets, que je peux le dire. On dépasse 105 000 abonnés, tous médias confondus. C'est l'heure du scan du portefeuille de notre invité. Vous allez l'entendre, le portefeuille d'Hamza est très diversifié, le jeune trentenaire n'étant pas un adepte des prises de risques inconsidérées. Quand est-ce que ça a commencé? Quand est-ce que tu t'es dit, toutes ces notions que je suis en train d'apprendre et de partager peuvent aussi me servir pour construire un portefeuille d'investisseurs, pour mettre mon épargne dans des produits financiers. Quand est-ce que ça a commencé pour toi? Moi, j'ai fait mon entrée dans l'investissement à travers les crypto-monnaies. À la même période de la création et de la fondation de Parlons Finance. Puisqu'avec un ami, donc nous avons connu le bull run de 2017, qui est le marché montant. Et du coup, à ce moment-là, donc, on avait, je pense, une faible somme à investir. Et du coup, c'était complexe d'installer un portefeuille sur un PC. Enfin, c'était tout un manège, entre guillemets, qu'il fallait opérer. Il fallait être un bon geek. Il fallait être un bon geek. Donc, c'était la première fois que le Bitcoin passait les 10 000 $. Oui. Tout le monde parlait de ça. On n'a jamais investi. Et je me suis dit, j'ai étudié la finance et je n'ai jamais investi. Pourquoi pas commencer avec ce type de produit? Bien que, en parallèle, donc j'avais des cours où je faisais beaucoup de valorisation d'actions au travers de méthodes de valuation méthodes, enfin, les DCF, discounted cash flow, enfin, les financiers connaissent, les free cash flow, etc., hein, toutes ces méthodes, entre guillemets, d'analyse, les calculs, etc. Donc, je faisais ça en parallèle, mais je n'ai jamais investi. Bien que j'avais aussi un portefeuille qu'on appelle fictif. Mais moi, je parle ici d'investissement réel. De ton argent. Ouais, de mon argent. C'est la première fois que j'ai touché à ça. Et du coup, j'ai installé donc toute la panoplie. Et à un moment, ça m'a fatigué, mais j'avais su faire passer une certaine, je pense que c'était 500 €, entre guillemets, mais une partie de mes économies. Je mets 500 € et je n'ai plus accès à mon portefeuille. J'ai oublié mon code ou des choses ainsi. Et là, je me dis, ça devait tomber sur moi. Donc voilà, je commence à me plaindre sur moi-même en me disant pourquoi j'ai fait ce move, c'était pas intéressant du tout. Et je me suis absolument mis à faire des recherches jusqu'au moment où j'ai abandonné. Parce que personne ne pouvait répondre à mes questions et à cette époque-là, c'était compliqué de contacter le support de telle ou telle entreprise, etc. C'était complexe. Et du coup, j'ai abandonné. Jusqu'au moment où en 2020, nouveau bull run qui est arrivé. Et là, je me suis dit, mais attends, ils ont développé un autre système d'échange. Je vais contacter le support et voir si c'est possible de récupérer. Et effectivement, les 500 étaient redevenus, je pense, 4 000 €. Donc, c'était intéressant. Parce que c'était une belle surprise pour moi. C'est depuis ce moment-là que je me suis mis à l'étude des marchés. Donc, j'ai vraiment lu énormément de pages, écouté beaucoup de podcasts, de vidéos, etc. pour comprendre c'est quoi l'investissement, comment est-ce qu'on investit de manière sage, etc., bien que j'avais étudié la finance. Et donc, toi, c'est à ce moment-là que tu commences alors à t'informer
pour acheter des actions, des fonds, des ETF. Oui, beaucoup. Donc, et donc, explique-nous comment ça s'est passé, vers quoi tu as été dirigé dès le départ. Donc moi, j'ai continué à rédiger mes articles, et en rédigeant mes articles, je me suis posé la question, mais attends, je rédige énormément d'articles sur beaucoup d'actions potentielles, mais je n'en bénéficie pas parce que je n'ai jamais investi. Donc, j'allais pas à pas, à tâtons. Enfin, je voulais tester entre guillemets le marché, et je mettais des petites sommes de manière récurrente pour observer entre guillemets le marché. J'investissais dans quelques actions auxquelles je croyais fermement, notamment des actions leaders telles que Apple, Microsoft, qui étaient principalement dans le secteur technologique, et aussi dans certains ETF et des indices, pour rester très diversifié. Ouais. Pour rester diversifié, mais aussi contrôlé. Parce que j'estimais qu'il n'y avait pas trop de risque d'investir dans ces choses-là. C'était pour moi des actions ou des indices à fort potentiel. Il faut savoir que le SP500, depuis 1920, je pense, connaît un taux de rendement de 10% l'an. Du coup, on observe que en représentant les 500 plus grandes entreprises entre guillemets américaines, c'est entre guillemets une valeur pas sûre, mais une valeur entre guillemets intéressante, selon moi. Et du coup, j'investissais aussi légèrement dans les crypto-monnaies, mais dans les basiques, Bitcoin, Ethereum et Cardano, à une certaine époque. Et alors, ce que tu investissais, c'était tes économies, tes premiers salaires, une petite partie qui était investie. Totalement. Donc moi, j'avais une logique, c'était 10 à 20% mensuel investi. Aussi clair que ça, sauf les périodes où il n'y a pas moyen d'investir parce qu'on a des ambitions d'achat ou autre. Et bien entendu, toujours avoir cette volonté d'investir ce que l'on peut perdre pour éviter l'attachement émotionnel sur l'investissement. Et donc moi, ça me permettait, entre guillemets, d'avoir une certaine distance. Aujourd'hui, j'ai acquis une certaine compétence qui est la résistance, puisque lorsqu'il y a un crash, je suis moins impacté qu'avant, parce que je comprends qu'en fait, c'est totalement normal. Et aujourd'hui, donc, tu es plus ou moins toujours dans le même type de stratégie. Donc, est-ce que ça a apporté ses fruits? Bien sûr. En fait, tout dépend. J'ai eu beaucoup de pertes et j'ai eu des gains qui se sont, entre guillemets, compensés. Mais là, je suis en positif actuellement. Sur certaines, par exemple, crypto, non, je ne suis pas en positif parce que c'est normal. Et limite, je suis convaincu que c'est normal. Actuellement, ce que je fais, c'est que je rééquilibre. Pour revenir sur la gestion des risques, je rééquilibre en observant en fonction donc de la géopolitique, puisqu'il y a eu beaucoup d'événements qui sont passés en très peu de temps. Donc, la politique monétaire japonaise, le conflit au Moyen-Orient qui est impactant, qui justement laisse planer des risques colossaux sur les marchés financiers. Les élections américaines fin d'année. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent impacter les décisions. C'est pour ça que je ne sais pas dire aujourd'hui si tout va bien, car demain tout peut changer. Et alors, si on pouvait prendre une photo de ton portefeuille aujourd'hui, en proportion, à combien est-il pondéré en actions, en fonds ETF et en crypto? En fonds ETF, c'est la majorité, donc on est sur 30 à 40%. Parce que voilà, c'est le moindre. J'ai un profil très modéré, donc je suis pas, entre guillemets, j'ai pas un profil agressif. Et certaines personnes sont très agressives. Et moi, à ce niveau-là, je ne le suis pas concrètement. Donc on dit 30 à 40%. Actions, on est plus ou moins entre 20 et 25. Et le restant, c'est soit des métaux précieux, notamment l'or, qui est pour moi, entre guillemets, une bonne couverture contre l'inflation. Et aussi. C'est via des ETF ou c'est via... Ça dépend. Ça peut être des ETF comme ça peut être de l'or classique, donc physique. Donc cette partie métaux précieux. Et nous avons une partie crypto-monnaie forcément, puisque... Moi, j'ai un sentiment assez positif du secteur, bien que pour moi, ça ne doit pas correspondre à plus de 15% d'un portefeuille en règle générale. Avant de passer à la traditionnelle question à notre chère communauté d'auditeurs, je voulais vous rappeler que notre événement Finance Avenue approche à grands pas. Le 16 novembre prochain, nous vous attendons à Tour et Taxi pour assister à l'enregistrement d'un podcast de Tracker. Le thème, c'est les ETF. N'hésitez pas à venir avec vos questions sur le sujet. Nous mettons les détails de cet événement dans les notes de l'épisode.
On retrouve une dernière fois Hamza qui a une question à vous poser. C'est l'heure donc de la question au tracker de l'écho, notre groupe de suiveurs sur Facebook. On écoute Hamza. J'aimerais demander aux trackers de l'écho si la finance éthique a un impact dans leur choix d'investissement. Envie de répondre à Hamza ou d'entrer en contact avec nous pour nous proposer des thématiques à aborder dans nos podcasts ou carrément une émission tournée autour de votre histoire avec les marchés? Écrivez-nous à l'adresse podcast@leco.be ou rejoignez notre groupe Les Trackers de l'écho sur Facebook, un groupe où près de 5000 investisseurs échangent tous les jours. Merci pour votre écoute, c'était Salim Nesba au micro et Julie Garrigue à la réalisation. À la semaine prochaine.